Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Enchantée, je m'appelle Orit Koutz. Je suis ravie d'être invitée par le PID cette année. Donc c'est très bien parce que la conférence d'avant, on a fait la transition avec la nôtre. On va en fait discuter aujourd'hui des dispositifs de soutien à l'innovation. Donc, comme vous avez pu voir, il y a un petit spoil. On va parler effectivement de France 2030, du choc de modernisation. Ce qui est effectivement assez unique en ce moment, ça c'est le côté un peu positif des choses, c'est qu'il y a de cette période post-crise, c'est qu'on voit que les pouvoirs publics ont décidé d'investir fortement dans les industries créatives et culturelles. Donc on va parler de effectivement comment financer vos projets avec des dispositifs qui sont souvent complémentaires, et je vais le faire avec des intervenants qui sont là, que je vais vous présenter par ordre de passage. Tout d'abord Stéphane Saint-Gier, donc prospectiviste à Cap Digital, Pauline Augrin, directrice adjointe du numérique au CNC, Damien Doudin, qui est directeur de participation à BPI France, et Gilles Dufaux, qui est donc directeur, chef de projet e-culture et patrimoine à la Caisse des dépôts. Et sans transition, donc on va commencer avec cette première intervention. Alors juste une petite remarque avant de donner la parole à Stéphane. On va prendre les questions à la toute fin donc, de ces différentes interventions. Vous allez avoir en fait chacun des intervenants qui va vous présenter un peu ces dispositifs. Et on attendra la fin de cette petite table ronde pour prendre vos questions, que j'espère seront nombreuses. Alors Stéphane, à toi. Merci Orit, bonjour à toutes et tous. Voilà, encore très heureux de vous retrouver pour cette édition des PIDS, voilà, les PIDS 2022. Et cette année, moi je suis là pour vous parler des dispositifs de financement, hein, comme d'ailleurs nous tous, voilà. Mais en fait, je vais attaquer sur les dispositifs qui ne sont pas autour de la tribune aujourd'hui, puisqu'il en existe d'autres, et préciser pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore que je travaille avec Orit chez Cap Digital, qui est un pôle de compétitivité dont une des fonctions est d'aider les entreprises à monter le financement de leur innovation. Grosso modo, tout ce qui est financement non dilutif. Voilà. Alors, ce pôle existe depuis 16 ans. Nous sommes un peu moins de 40 à travailler dans ce pôle. Et actuellement, nous avons un petit peu plus de 900 membres, sachant que sur les 2 dernières années, il y a eu une petite diminution du nombre de membres et principalement d'entreprises. Voilà. Mais néanmoins, on a toujours un terreau de jeunes entreprises qui viennent nous voir et ça continue de se développer. Alors, ce que je souhaite vous préciser, c'est que au-delà du CNC, de la BPI, de la Caisse des dépôts, il existe d'autres structures qui financent également l'innovation, d'où ce petit résumé. Et je vais vous mettre une slide. Alors, je ne sais pas, il doit falloir basculer. Voilà. Et je vous mets une slide en arrière-plan qui vous permettra de scanner et justement d'accéder à une vidéo qu'on a faite il y a quelque temps et qui justement présente l'ensemble des dispositifs, alors qu'ils soient européens, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Vous pouvez également, par exemple, employer des jeunes chercheurs qui sont en train de travailler sur leur thèse sous la forme d'un contrat CIF pendant 3 ans. Donc ça aussi, financièrement, ça peut vous aider dans le montage de votre équipe de développement. Il y a également aussi des informations sur comment, quand vous montez un projet, les fonds propres dont vous devez disposer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que vous retrouverez dans tous les guichets. C'est que si jamais on vous finance 50% ou 45% d'un projet, c'est qu'on sait dans votre dossier comment sont financés les autres 50%. Et donc il faut être, par exemple, sur une jeune entreprise qui se crée, avoir mis en place une stratégie qui permette d'avoir justement ces fonds. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, des prêts d'honneur qui peuvent être considérés comme des quasi-fonds propres.
Il faut d'abord, avant de se lancer dans le montage d'un projet, aussi avoir bien réfléchi sur la manière dont vous allez pouvoir porter le financement qui est amené par l'entreprise, donc la partie privée du financement. Et sachant que vous allez aller chercher, vous, des subventions ou des avances remboursables qui sont la partie publique qui financera votre projet. Voilà, je crois que je dois arriver pas loin du timing, donc je vous dis, sur ces dispositifs, vous irez, quand vous serez chez vous au bureau, regarder la présentation qu'on en a faite en vidéo. Et normalement, je pense qu'avec juste en prenant en photo le QR code, ça devrait marcher. Bon, je vous avoue que c'est la première fois qu'on fait ça, donc, mais au cas où, vous nous envoyez un mail si vous avez un problème pour accéder au lien. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. N'hésitez pas donc à prendre en photo le petit QR code. Et puis, on va passer effectivement à la deuxième intervention. Je fais un petit technique. Alors, qui sera donc Pauline... Non, on n'a pas besoin, c'est juste une vidéo. Donc, c'est maintenant Pauline Augrain qui va donc discuter de la stratégie du CNC. Donc, en ce qui concerne effectivement tous ces soutiens à l'innovation. Et on va commencer donc par une petite vidéo. Peut-être que tu vas la décrire avant qu'on la lance. Oui, alors c'est pas une vidéo complètement inédite puisque à vrai dire on a déjà eu l'occasion de la diffuser à plusieurs reprises. C'est une vidéo très très courte qui en fait recense les projets lauréats du dispositif Choc de modernisation, qui est ce dispositif très emblématique qu'on a lancé grâce au crédit du plan de relance, donc qui est labellisé France Relance en effet. Vous savez, comme vous le savez certainement, on a pu soutenir, grâce à ce dispositif, 20 projets, exactement 20 projets d'investissement technique dans le champ des studios de tournage et des studios de production numérique. Éventuellement rester sur la liste complète des projets, si possible, sinon c'est pas très grave. Donc oui, juste quelques mots introductifs pour vous dire où on se situe au CNC, déjà que ce soit bien clair d'un point de vue organisationnel. Nous on est la direction du numérique, donc c'est nous qui pilotons les politiques publiques de soutien au secteur du jeu vidéo, de la création immersive, des plateformes de vidéo à la demande. On a aussi au sein de cette direction du numérique très récemment, et on va en parler tout à l'heure, intégré un nouveau service de l'attractivité qui donc reprend les missions qui étaient précédemment opérées par Film France avec des moyens humains et des moyens budgétaires
plus important. Et nous avons aussi également, qui est fortement représenté aujourd'hui dans la salle, puisque je vois Anouk Deller et toute son équipe qui est là, le service de l'innovation et des industries techniques qui pilote des aides que vous connaissez déjà très bien, les aides à la création visuelle et sonore pour soutenir des projets d'animation et des projets VFX, donc qui est vraiment aussi un peu un fer de lance du soutien à ces industries qui nous semblent depuis longtemps particulièrement porteuses, filières d'excellence, etc., dans lesquelles le CNC investit fortement depuis longtemps maintenant, et également les aides aux projets techniques, à des moyens techniques comme le RIAM, coopéré avec nos amis de BPI France ici présents, qui soutient des projets de recherche et développement, et puis également le soutien financier aux industries techniques. Et donc, dans le prolongement de tout ça, nous, on a souhaité effectivement beaucoup investir, mais s'investir aussi nous-mêmes dans ce dispositif de choc de modernisation sur lequel je voulais revenir un tout petit peu, puisque en réalité, ce dispositif vraiment intervient en préfiguration de la suite de l'histoire, qui est en fait les appels à projets qu'on devrait lancer assez prochainement sur France 2030, et qui par ailleurs sont vraiment un bon reflet de la stratégie que l'on déploie depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, mais tout ça étant accéléré, voire même un peu conforté par les effets de la crise sanitaire. Quelques chiffres, et l'idée est évidemment pas de citer trop de chiffres après cette étude très complète qu'on a vue tout à l'heure, mais pour aussi un petit peu modérer les chiffres assez flats sur l'emploi dans les VFX, je voudrais quand même revenir sur le dynamisme vraiment exceptionnel que par ailleurs on constate sur l'année 2021. Sans parler de l'emploi, on sait qu'en 2021, on recense plus de 15 500 jours de tournage sur le sol français, c'est-à-dire 25% en plus de jours de tournage par rapport à 2019, année pré-pandémie, et 2,8 milliards de dépenses engagées en France par des productions d'initiatives françaises ou internationales, soit plus 30% de dépenses par rapport à 2019. Donc ça vous donne quand même une idée de à quel point on est en train de vivre. On n'est qu'au début en réalité d'une explosion du volume de production, de l'augmentation de la demande, et aussi de ce phénomène qu'on ne sous-estime pas du tout, qui est en fait un mouvement d'internationalisation de notre filière dans son ensemble, qui nous semble vraiment sans précédent, qui explique qu'on souhaite à ce point nous s'impliquer dans tous ces enjeux autour de l'attractivité internationale, et qui suppose aussi d'accompagner ce mouvement en menant une politique d'investissement très ambitieuse dans des projets qui permettent de structurer l'appareil de production dans son ensemble, à la fois dans son volet tournage et dans son volet numérique, VFX, animation, jeux vidéo, pour qu'ensemble, on arrive vraiment à relever ce challenge qui est vraiment commun à tous ces secteurs, à toutes ces filières, qui est cet enjeu de passage à l'échelle, au fond. C'est-à-dire comment fait-on pour vraiment tirer vers le haut toutes ces entreprises, arriver à un tissu industriel beaucoup plus consolidé et beaucoup plus compétitif sur un marché qui est en train de radicalement changer, qui était auparavant un marché globalement quand même assez local, national, et qui maintenant, par défaut, devient pour tous un marché international. En tout cas, c'est la lecture que nous avons et qu'on vous partage, et qui clairement est la motivation première de toute cette politique d'investissement que l'on mène. Donc, choc de modernisation était effectivement un premier chapitre, en quelque sorte. 10 millions d'euros investis dans 20 projets, pour moitié à peu près des projets de studios de tournage, et pour l'autre moitié des projets de production numérique, notamment studios d'animation, post-production, mais aussi VFX. On voit sur cette liste que MacGuff a pu être soutenu dans le cadre de ce dispositif. Également des premières propositions, projets de plateaux virtuels, comme la Planète Rouge, comme Dark Matters par exemple, ou des solutions de motion capture comme Mocap Lab. Donc voilà, ce sont des projets qui sont tous extrêmement emblématiques de nos intentions, de nos ambitions, qui aujourd'hui, et c'est encore une fois ce second chapitre qu'on est en train d'écrire en ce moment même, s'incarne par ce grand plan d'investissement très très ambitieux, et là aussi sans précédent en réalité, qui est donc France 2030, et plus précisément le volet culture France 2030, qui prévoit d'investir 600 millions d'euros sur les 5 prochaines années
décomposés comme suit: 300 millions d'euros dans des studios de fabrication, encore une fois tournage au numérique, 100 millions d'euros dans les enjeux et les besoins de formation, et l'idée étant de vraiment adjoindre les besoins de formation, de faire en sorte que ce soit vraiment très directement corrélé aux besoins réels du secteur, notamment, encore une fois, dans son volet appareil productif. Et enfin, 200 millions d'euros dans les technologies immersives. Donc on en est là aujourd'hui. Il y a, pour vous dire les choses de manière extrêmement claire et transparente, une étude en cours que l'on mène avec le cabinet McKinsey qui va nous permettre de préciser les besoins, en fait, tout simplement, d'avoir une précision beaucoup plus claire des besoins. Étude qui fera l'objet d'une restitution d'une manière ou d'une autre pour justement déjà nous aider à préparer la rédaction de ces futurs appels à projets. Et aussi permettre finalement de partager plus largement, encore une fois, les constats et la lecture que nous avons et qui doivent vous aider, vous, porteurs de projets potentiels, à vous positionner et à faire mûrir un projet qui sera le plus possible aussi dans la cible de France 2030. À ce stade, notre idée est de pouvoir effectivement piloter des appels à projets dont l'objet et d'investir dans des projets qui viennent renforcer les capacités de production et de formation. L'un ou l'autre, peut-être les deux ensemble. En tout cas, j'insiste beaucoup sur le fait que, contrairement à Choc de modernisation qui quand même se focalisait beaucoup sur la question de la prod et de la fabrication, là on aura une attention vraiment très très forte à la question de la formation qui, on le voit bien, est absolument centrale en ce moment. Le secteur, tous les secteurs sont quand même un peu sous tension, manque de qualification, et il faut que sur le secteur de la formation initiale, mais aussi professionnelle, bien sûr, formation continue, on fasse en sorte de, là aussi, adapter tout simplement nos talents, les qualifications aux évolutions très, 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 très rapides et vraiment très, très importantes, très structurantes de ce marché. Dernière chose, pour faire peut-être la transition, si je ne suis pas trop longue, je pense que je suis à peu près dans les temps, avec Damien, vous dire aussi que toujours un peu dans ce même esprit, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer nos entreprises, avec toujours l'idée de se fixer cet objectif commun de faire de la France un vrai pays leader en matière de production, de tournage et de production numérique. Nous avons dans le même temps commencé à lancer un nouveau programme d'accompagnement des entreprises, des accélérateurs, un programme d'accélération des entreprises du cinéma et de l'audiovisuel d'un côté, du jeu vidéo de l'autre, en partenariat avec BPI France, l'objectif étant de vraiment mettre l'accent sur les enjeux entrepreneuriaux au fond, et vraiment vous dire qu'on est là, nous, CNC, pas seulement pour soutenir les œuvres et la création, ce que l'on fait bien sûr et ce que l'on va continuer à faire, mais aussi peut-être un peu davantage, plus que par le passé, soutenir aussi les entreprises, les entrepreneurs, l'audace aussi, la prise de risque quelque part, et vous permettre d'être finalement un petit peu mieux armé pour gérer aussi les questions de croissance, d'internationalisation, de capitalisation, etc. Et c'est sur ce dernier mot que je vais passer la parole à Damien. Parfait. Merci beaucoup, Pauline. Donc, parfaite transition. Donc, on va donner la parole donc, à Damien Doudin qui va donc présenter donc, la stratégie de BPI France, notamment sur les ICC et la boîte à outils qu'elle propose à toutes ces structures, notamment les entreprises qui sont présentes dans votre secteur des VFX. Alors, je vais juste mettre la présentation. Je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, moi je suis Damien Doudin, je suis investisseur chez BPI France au pôle des industries culturelles et créatives. C'est un pôle qui investit donc en fonds propres dans les entreprises des médias, des contenus, du divertissement d'une part, de la mode et du luxe d'autre part, et tous les savoir-faire d'excellence, donc tout ce qui a trait à la création dans la proposition de valeur des entreprises, puisque nous finançons des entreprises en complémentarité du travail du CNC. Juste un petit mot peut-être d'introduction. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On est détenu à parité par l'État et la Caisse des dépôts. Et dire que on est une banque généraliste, mais on a une attention très spécifique sur les industries culturelles et créatives qui font partie, au même titre que la relance et la transition écologique, des priorités stratégiques de la banque. Pourquoi ? Parce que c'est des secteurs d'importance pour nous en termes d'économiques. C'est 110 milliards d'euros d'activité, c'est près de 2 millions d'emplois.
sur les 6 verticales que nous couvrons, à savoir le cinéma, la musique, les arts visuels, l'édition, le jeu vidéo et la mode. Et donc, chez BPI France, on a la conviction que ces secteurs doivent recevoir une attention particulière. Donc, pour cela, ils font partie des priorités stratégiques de la banque. On cite ici toute notre vision stratégique. On parlait tout à l'heure de féminisation pour la filière très spécifique des VFX. Ça fait partie de nos grandes ambitions et de ce qui guide un peu notre théorie et notre politique d'investissement, au même titre que l'impact, que le digital, que les mouvements de consolidation entre acteurs, et puis tout ce qui est le développement international. Ça nourrit, nous, notre façon de voir les dossiers, en particulier dans le secteur des médias et des contenus. À cette vision stratégique sectorielle s'ajoute en fait nous un continuum de financement dont je vais parler avec les différents outils du financement, de la garantie. Et puis c'est un plan de place. Nous on s'inscrit dans une démarche globale avec nos partenaires, le CNC ici présent, la Caisse des dépôts sur les appels à projets dans différents compartiments. Et puis on est également donc en relation avec l'IFSIC, qui est l'établissement de place sur la partie bancaire de nos secteurs. Un zoom sur tous nos métiers. Donc nous, BPI France est très identifié aussi sur la partie innovation. Donc on finance à l'aide d'instruments qui sont non dilutifs. Stéphane en parlait tout à l'heure, les entreprises à un niveau assez amont. On a tous nos dispositifs de garantie où là on contre-garantit les banques qui prêtent aux entreprises. Donc c'est ce qui a été fait notamment dans le cadre de la mise en place du PGE. On est financeur en direct de sociétés, donc on a la capacité de faire des crédits aux côtés de banques de place. On accompagne en fonds propres. On sait que les sujets de fonds propres sont particulièrement sensibles dans ces filières-là. Des thématiques de sous-capitalisation, de passage à l'échelle, ça passe très souvent par des opérations sur des fonds propres, donc qui sont dilutives, mais qui permettent d'accélérer et de rassembler davantage de financement. Pauline en parlait tout à l'heure, donc on a structuré un mécanisme d'accélérateur qui est thématique, donc qui est cinéma audiovisuel. On a la première promotion qui a été lancée avec une vingtaine d'entreprises qui suivent un programme de 18 mois avec une formation pour les dirigeants, un module de consulting à l'intérieur des entreprises pour aider à formaliser un plan stratégique, aller un peu plus loin que les projets et se projeter dans des thématiques de stratégie, de développement à l'international, des projets un peu plus longs que œuvre par œuvre. On aide les dirigeants vraiment à s'extirper du quotidien et à se projeter dans de la prospective et dans du développement. Et enfin, tout le financement de l'international, on sait que c'est des sujets très sensibles pour y compris tout notre savoir-faire dans nos secteurs Made in France, avec beaucoup de compétences. Avoir la capacité de projeter tous ces savoir-faire à l'international, ça fait partie aussi de la feuille de route qu'on déploie. Et donc sur l'ensemble de ces métiers, on a déployé donc 3 milliards d'euros sur les différents produits que je vous cite là, et simplement sur la répartition. Le poids du cinéma et de l'audiovisuel représente un peu plus de 200 millions d'euros pour l'année 2020, répartis entre environ 2 tiers, 70% sur du financement, donc de la dette bancaire, l'innovation qui représente 170 millions d'euros, donc là c'est des financements qui sont non dilutifs, et puis la garantie bancaire qui représente près de 250 millions d'euros, où là c'est votre banque qui vous prête de l'argent et en contrepartie, BPI France se positionne en tant que garantie, ce qui évite aux dirigeants de donner des garanties personnelles. Et donc sur l'ensemble des verticales sur 2020, le montant déployé il est de l'ordre de 1,3 milliard d'euros, ce qui représente quand même une hausse de 16% versus 2020, qui était une année déjà particulièrement importante compte tenu de la crise Covid et de tous les prêts qui avaient déjà été mis en œuvre. Je voulais juste vous dire un petit mot sur un dispositif qui est nouveau, qui s'appelle l'innovation créative. Donc, historiquement, BPI France est identifié également comme un très important financeur de l'innovation technologique. Ce qu'on a cherché à faire, et un des gros sujets de développement pour nous, c'est de porter ce concept d'innovation aux industries culturelles et créatives. C'est-à-dire sortir et permettre aux ICC d'accéder à la boîte à outils historiquement réservée à l'innovation technologique, pouvoir porter tous ces produits sur les industries culturelles et créatives. Donc nous, notre manière d'approcher ce que j'appelle l'innovation créative, c'est 2 piliers. C'est
un projet qui repose sur des dirigeants qui ont de l'expérience, qui sont créatifs et avec je dirais un entourage et une équipe de management expérimentée et complémentaire. Et deux, une proposition de valeur qui est innovante, pas forcément liée à la technologie, mais qui va apporter en fait quelque chose de neuf sur le marché, que ce soit dans la proposition de valeur, dans le process de fabrication, dans la stratégie de commercialisation ou de distribution, qui va apporter quelque chose de nouveau par rapport à l'état de l'art. Donc on n'est pas exclusif sur l'innovation technologique et on porte un message qui est un peu plus large sur cette innovation créative. Et en fait, le gros avantage, c'est que ça permet de porter tous nos produits aux porteurs de projets et à ces sociétés qui ont quelque chose de nouveau à proposer sur le secteur des industries culturelles et créatives. Très rapidement, et puis on pourra développer après, mais le gros enjeu et les dépenses qui sont principalement éligibles dans le cadre de ces nouveaux produits, donc c'est d'une part les aides à l'innovation, donc tout ce qui est dans le cadre de l'amorçage et de la construction et de la mise sur le marché de l'innovation. On a un certain nombre de produits donc, qui sont de l'ordre de bourses, de prêts d'amorçage, qui vont venir en fait accompagner l'entrepreneur dans son étape de structuration et de mise en œuvre de sa solution avant de la porter sur le marché. Et le deuxième gros bloc, c'est les prêts sans garantie, où là, vraiment, une fois que le projet est suffisamment maturé et qu'on a pu le mettre sur le marché, on va avoir des besoins de recrutement, de besoins en fonds de roulement. Et sur tous ces besoins-là, nous, on peut se positionner en tant que prêteur, notamment dans le cadre de levée de fonds. On peut venir de manière non dilutive compléter des tours de table financés en fonds propres avec des produits de dette qui permettent de limiter la dilution pour les porteurs de projets et les entrepreneurs et de financer des besoins qui sont assez critiques à un stade de développement aussi précoce. Donc nous, on a la capacité de prendre cette prise de risque-là. J'ai listé là sur la droite, si tu peux juste revenir, juste la typologie de dépenses éligibles. En fait, c'est des dépenses qui sont assez difficiles pour les banques classiques de financer parce que c'est beaucoup d'immatériel, c'est beaucoup de frais généraux, c'est beaucoup de besoins en fonds de roulement. Généralement, les banques sont très à l'aise pour financer des actifs, des machines, des biens immobiliers. Là, nous, on a la capacité de faire rentrer dans notre assiette éligible des choses du domaine de nos industries. Donc, c'est du développement d'IP, c'est de l'acquisition, c'est des frais généraux, c'est du BFR, c'est beaucoup de mots qui font très très peur aux banquiers. Nous, on a la capacité de le faire. En fait, du fait de notre expertise, ça fait maintenant une quinzaine d'années que le pôle des industries créatives existe. On a cette capacité de compréhension des besoins des sociétés, et donc de pouvoir les accompagner sur ces dépenses qui sont très spécifiques. Et j'ai mis, on vous donne quelques petits exemples de sociétés qu'on a pu accompagner dans la verticale média contenu, mais donc c'est que la face émergée de l'iceberg. Quelques thématiques, on a notamment accompagné des studios de jeux vidéo dans différentes stratégies, en particulier sur de l'auto-édition, donc c'est-à-dire des studios de jeux vidéo qui avaient des contrats d'édition. On leur a permis d'accélérer et d'autofinancer en fait le développement de leurs jeux et de se soustraire à la mécanique de minimum garantie offerte par les studios et donc de pouvoir réintégrer de la valeur. Donc ça a été le cas chez Old Skull Games, qui est une structure de jeux vidéo. On a également accompagné une société qui s'appelle les Mini-Mondes, qui fait en fait de l'édition de contenu jeunesse et qui a développé aussi toute une gamme de jouets. On l'accompagne dans la création de ses contenus, que ce soit digitaux ou dans le lancement de ses produits. Et puis on a également aidé en permettant de faire un certain nombre de recrutements pour développer la structure à l'international. Quelques autres exemples aussi, mais je pense que j'ai plus trop le temps de les commenter, donc je vais m'arrêter ici. Oui, effectivement, on est arrivé au bout du temps, mais on aura peut-être le temps un petit peu à la fin, lors des échanges pour détailler. Merci beaucoup, Damien. Je vais donc maintenant laisser la parole à Gilles. Alors, petit processus. Ouais. On va juste le temps de mettre la présentation qui va nous présenter donc, les dispositifs donc de la Caisse des dépôts, notamment dans le cadre des plans d'investissement d'avenir.
À la Caisse des dépôts, il y a une activité qui s'appelle la Banque des territoires. À l'intérieur de la Banque des territoires, il y a la direction de l'investissement. Et à la direction de l'investissement, il y a le département transition numérique dans lequel je travaille, qui historiquement faisait des infrastructures de télécommunications et qui s'est développé sur tout un tas d'activités de services, et y compris la culture. Ça remonte à 2010. Donc là, vous avez effectivement les 4 grandes dates du programme d'investissement d'avenir. Donc en 2010, il y avait un programme de subvention principalement sur la numérisation des contenus. En 2014, il y a eu un deuxième programme d'investissement d'avenir sur lequel il n'y avait pas de culture, puisque le programme premier était ouvert. En 2017, un troisième qui a été clôturé au 31 décembre, qui était sur des investissements. Et actuellement, on est donc dans le PIA 4, dans un volet culturel qui a été lancé en septembre et sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Rapidement sur la MI1, parce que ça commence à dater, on a fait à l'époque des subventions, du prêt et des investissements, notamment dans des structures qui sont liées à l'audiovisuel et au cinéma, qui sont Universiné, puisqu'on est entré au capital de la société, et Gaumont. On a aidé ce détenteur de catalogue à numériser une partie de ses films, et on a également abondé un fonds qui est à l'IFSIC, qui vous montre qu'effectivement les opérateurs publics travaillent la main dans la main pour justement apporter des solutions de financement en fonction des besoins et surtout avec les opérateurs concernés. Alors le deuxième programme qui était lié à la culture, qui a été donc lancé en 2017, l'objectif c'était des apports en fonds propres dans des sociétés innovantes, initialement associées initialement c'était prévu pour créer des filiales d'établissements publics. En cours de route, on l'a élargi à des sociétés de type start-up qui travaillaient beaucoup avec le secteur public. En fait, un des points de distinction avec BPI France, alors j'aurais dû commencer par là, plus c'est côté entreprise avec des développements forts, c'est plutôt chez BPI France, plus c'est orienté secteur public ou parapublic culturel, notamment grands établissements publics d'État ou de collectivités territoriales, avec des perspectives de rentabilité qui sont un peu plus longues, sur des modèles parfois un peu plus difficiles à atteindre, c'est plutôt chez nous. Et alors pour vous rassurer, on a des réunions mensuelles pour se coordonner, pour être sûr que des dossiers qui sont déposés ou chez eux ou chez nous, on s'assure au préalable que c'est bien de leur côté ou d'une autre, pour éviter les doubles instructions et surtout les doubles investissements, parce que pour diverses raisons financières, c'est pas vraiment possible. Donc dans les types d'interventions sur ce programme, on était sur des apports en fonds propres ou quasi fonds propres, donc c'est du dilutif, qui était entre 1 et 10 millions d'euros pour la part apportée par la Caisse des dépôts, avec toujours, puisque c'est une des caractéristiques du PIA, des co-investisseurs privés, que ce soit des business angels, des fonds d'investissement ou des investisseurs industriels. Alors le petit sujet sur ce programme, c'est qu'il était ouvert jusqu'au 31 décembre 2021. Il s'est arrêté, mais on attend un certain nombre d'autres projets qui ont été identifiés, qui du fait de la crise ont eu un petit peu du mal à aboutir. Pauline l'a évoqué, la question des fonds propres est un peu un problème dans le secteur et je vais y revenir. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont considérés comme intéressants de notre point de vue, qui sont structurants du point de vue du ministère de la Culture, mais qui, pour des raisons effectivement de recherche de co-investisseurs qui n'aboutissent pas, ont pris un peu de retard. Donc on est en train de travailler avec le ministère de la Culture et le secrétaire général pour l'investissement qui pilote l'ensemble du programme d'investissement d'avenir pour qu'il soit réouvert et prolongé. Rapidement, je passe sur les investissements qu'on a faits. Dans l'audiovisuel, on a soutenu la filiale d'Arte qui s'appelle Educarte. On est aussi entré au capital de Festival Expérience, qui est une plateforme de VOD et de masterclass associée au Festival d'Avignon. Du côté des expériences immersives, il y a aussi beaucoup d'industries techniques, puisqu'il y a de la réalisation, enfin, il y a du tournage, du montage, de la post-prod sur un certain nombre
de contenu et d'images grand format. Alors ça va de 360 degrés pour de la projection sur grand écran jusqu'à de l'insertion au casque pour de la réalité virtuelle, comme c'est le cas chez Flyview. Et puis, ça, qui est quelque chose sur lequel on a aussi travaillé. Alors, la Philharmonie des enfants, c'est un lieu qui utilise beaucoup de numérique pour faire de l'éducation au son et à la musique. Mais c'est un lieu qui intègre aussi un espace qui est une espèce de mini-salle de cinéma immersif, puisqu'on est dans un rectangle avec des projections sur les 4 écrans, et c'est synchronisé avec le son. Et je le mentionne puisque une partie du travail sur le son a été fait par IRCAM Amplify, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est donc la filiale de valorisation et de distribution d'un certain nombre d'innovations autour du traitement du son dans tout son ensemble associé à l'IRCAM. Alors, le programme d'investissement d'avenir 4, des grandes masses, parce que ce sont des chiffres assez importants, on est sur 20 milliards d'euros, dont 7,5 milliards qui iront sur des mesures transverses, principalement dédiées à l'enseignement supérieur et à la recherche, et 12,5 milliards d'euros pour des mesures sectorielles, dont 400 millions d'euros sur les industries culturelles et créatives. Et alors, le PIA 4, c'est le nom administratif de quelque chose qui s'appelle la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Pour mémoire, c'était donc quelque chose qui avait été annoncé par le président de la République au printemps 2019, qui a été mené par un collectif de travail qui était dirigé par Bruno Patino, le patron d'Arte France, et Catherine Pégard, qui est la présidente de l'établissement public du Château de Versailles. Je n'ai pas en tête le nombre de réunions, mais ça a réuni au cours d'un cycle de discussion plus de 700 personnes. Qui ont conduit à un diagnostic et à l'identification d'un certain nombre de mesures à mettre en place, et surtout à l'élaboration d'un budget qui est de 400 millions d'euros. Et je vais revenir sur les 5 objectifs stratégiques rapidement. Le constat, alors je ne détaille pas l'ensemble de ce qui est écrit dans la stratégie, mais le constat, il est simple. Il y a une filière qui est confrontée à de nouveaux enjeux et de nouveaux défis, notamment à travers la mondialisation et l'accélération de la numérisation d'un certain nombre d'activités. Ce qui pose des questions, 1, de financement, 2, de concurrence accrue sur le sol français et à l'export, 3, une transformation des modes de création qui a déjà été évoquée par mes collègues, et enfin un bouleversement des modes de production et de diffusion. Pour ce faire, on a découpé en fait cette stratégie en 5 axes sur les 5 ans qui viennent. Le premier axe, c'est renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises. Ça passe principalement par des questions sur le financement. Donc, Damien en a parlé sur les programmes qui concernent BPI France. Côté Caisse des dépôts, il y a effectivement la question de la prolongation du programme qu'on gérait déjà. Et on a aussi abondé des fonds qui sont gérés par l'IFSIC et qui n'apparaissent pas ici. Et on a aussi un axe de formation qui vient compléter l'axe qui a été... l'aspect qui a été évoqué par Pauline dans le cadre de France 2030. L'axe 2, c'est l'accélération de la transition numérique. On a un certain nombre d'actions autour de la transition numérique dans le domaine. Ça couvre à la fois la numérisation avec les processus, mais aussi des budgets pour numériser les contenus, et puis des aspects sur la billetterie. L'axe 3, c'est la place des industries culturelles et créatives françaises à l'international. Donc là encore, c'est l'abondement en fait, de programmes qui existent déjà, notamment chez BPI France. Donc là encore, on travaille en commun. Et puis des programmes qui sont portés par l'Institut français et Business France dans les pays où ces structures sont présentes. Le 4e axe travaille plutôt sur les dynamiques de transformation territoriale.
Alors c'est pour ça que c'est à la Caisse des dépôts, puisque nous sommes la banque des territoires. Il y a une mesure qui va être, sur laquelle on est en train de travailler actuellement avec le ministère de la Culture, sur alors ce qu'on appelle, le mot actuel est très mal choisi, les clusters créatifs. Mais je pense quand on va sortir la mesure, on va l'appeler autrement. L'idée, en fait, c'est de retravailler sur les filières d'excellence autour des industries créatives et de faire se rapprocher, en fait, l'enseignement, la recherche, les établissements publics et les industries créatives, notamment les startups. Et le dernier, qui est une première, qui est effectivement améliorer en fait la responsabilité écologique et sociétale des industries culturelles et créatives. Alors, ces 5 axes sont découpés en 19 mesures. Certaines sont déjà mises en place parce que ce sont le renforcement de dispositifs existants. Et j'ai bientôt fini. Alors, je vais passer directement aux 4 mesures qu'on a mises en œuvre récemment. Il y en a une qui porte sur la billetterie, avec un soutien maximum d'1 million d'euros, qui est, elle, découpée en 2 phases, avec une phase d'abord d'ingénierie qui est terminée et qui va ensuite se poursuivre avec une phase d'appel à projet. On a un dispositif en 3 dates de relevé sur l'expérience augmentée du spectacle vivant et sur la numérisation de l'architecture et du patrimoine. Dans les 2 cas, on est sur des enveloppes de 10 millions avec des soutiens maximum de 2 millions d'euros pour grosso modo 50% du budget total du projet. La première relève sur ces dossiers-là a été faite le 3 décembre. La prochaine, c'est le 3 mai 2022 et la dernière, ce sera le 3 novembre 2022. Et alors, sans dévoiler les noms des lauréats, mais il y a un certain nombre de candidats qui sont issus de sociétés qui sont soutenues par BPI France et d'autres du choc de modernisation évoqué par Pauline. Et le 4e programme, effectivement, sur les alternatives vertes, celui-là est terminé et on travaille pour la suite dans la responsabilité écologique sur une réflexion autour de calculateurs d'empreinte écologique, donc calculateurs carbone, mais aussi d'autres calculateurs sur le recyclage, l'économie circulaire, etc., à l'initiative du ministère de la Culture. Et voilà, donc là j'avais mis les dates, mais j'ai un peu accéléré. Et effectivement, le dernier point pour ceux que ça intéressera, on avait fait des webinaires qui sont toujours en ligne et effectivement les cahiers des charges sont toujours accessibles. Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Jules. Est-ce que tu peux juste remettre la slide avec les dates limites voilà, des appels qui sont encore en cours. Voilà, super. Je pense que tout est enregistré à un replay de toute manière, donc vous allez pouvoir avoir ces informations par la suite. Donc, on a encore un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc, je voulais savoir si dans le public, en physique, ou je pense qu'en distanciel, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'on ne peut pas échanger en distanciel, mais en tout cas, parmi les présents, est-ce que quelqu'un aurait des questions pour l'un de nos intervenants ? Je ne vois pas. Non ? Alors, en attendant, je vous laisse... C'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Ça a été une présentation très riche, donc je pense qu'il y a un temps comme ça de... J'ai une question. Ah, bah. Merci Stéphane. En fait, les différents dispositifs que vous avez évoqués, moi j'ai toujours une interrogation qui est de savoir si c'est bien de l'argent qui s'additionne ou si à un moment c'est cumulé ensemble. Parce que si je fais un petit retour, en fait, France 2030, il y a 3 enveloppes, 300 plus 200 plus 100, donc un total de 600. Et sur le PIA 4 de la CDC, c'était 400 millions d'euros. À l'arrivée, est-ce qu'il y a bien 400 plus 600 ou est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une partie des 400 qui sont réutilisés dans les 600 donc, est-ce qu'on peut imaginer... Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de loup. Je laisse la direction centrale du ministère... Non, c'est extrêmement clair. C'est 1 milliard. C'est 1 milliard d'investissements. France 2030 à 600, plus PIA 4 à 400 millions, sur 5 ans. Alors bien sûr, c'est pas, sur pas 5 en ans. 2022, mais en fait, c'est sur 5 ans.
Alors, en tant que témoin, puisque ça fait plus de 30 ans que je suis dans le secteur, c'est un montant qui n'a jamais été atteint, c'est pas le bon terme, mais on n'a jamais été autant soutenu sur ces secteurs que ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Parce que 1 milliard d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Si je peux, j'ai pas assisté à toutes les discussions autour de la stratégie sur les industries culturelles et créatives, mais il y a un constat qui est fait, c'est que même si il y a beaucoup de choses qui ont été faites, alors je parle pour le secteur public culturel, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au fil des ans, et que par bien des aspects, le secteur culturel a été sur certains sujets pionnier, il y a quand même eu une prise de conscience de l'ensemble du secteur et de l'ensemble des dirigeants qui est arrivé très tardivement, et constat est fait aujourd'hui qu'il y a un retard qui a été accumulé et qu'il faut le rattraper. Donc je pense que cet investissement massif, il vient du fait que on a été, je pense, peut-être un peu frileux pendant un certain nombre d'années, que d'autres ont été moins frileux que nous, et que sur certains domaines, l'avance que les... Alors je parle plutôt pour les établissements publics, les Français pouvaient avoir, a été au fil du temps grignoté. Aujourd'hui, ils sont, on est un peu à la traîne, et que certains acteurs que je pense on n'avait pas vu venir dans des pays émergents ont pris des positions qui sont aujourd'hui très importantes et qu'on doit rattraper, parce que, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, on parle de dizaines, voire centaines de milliers d'emplois, et que c'est stratégique pour le pays. Oui, si jamais... Bon, alors je ne vais pas me mettre à la place des associations professionnelles, mais pendant des années, moi j'entendais... non, en France, vous êtes soutenus, vous avez des subventions, nous pas, voyez, pauvres Américains, on n'a pas, etc. Bon, néanmoins, l'État californien met 1,5 milliard pour chaque plan, c'est 1,5 milliard de dollars. Donc on est, ils jouaient beaucoup plus lourd que nous. Là, c'est la première fois qu'on voit qu'on est en train de prendre la mesure de ces enjeux-là. C'est la mesure en termes d'emploi, puisque permanent plus intermittent du spectacle, dans les études d'audience, on est quand même à 140 000 emplois, donc c'est très important. Les chiffres d'affaires aussi du secteur sont des choses élevées. Il y a des enjeux quand on voit les développements de grandes entreprises comme Netflix, etc., mais qui viennent commander en France. Il y a aussi des opportunités de développement pour nos entreprises, pour l'emploi, et bien sûr, il faut que la formation, comme vous l'avez souligné dans les différents programmes, accompagne cette montée en puissance. Et moi, je crois là qu'il faut qu'on ait tous une prise de conscience que dans les mois qui viennent, il faut qu'on se prépare à pouvoir déposer de beaux projets, parce qu'il n'y a jamais eu autant de financement pour développer l'innovation. Vous avez entendu l'appel de Stéphane. Alors, à ce propos, moi, j'avais une question. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas révéler, c'est peut-être un peu confidentiel, mais justement, pour donner quelque chose un peu de concret, notamment aux porteurs de projets, est-ce que vous avez des exemples comme ça de lauréats qui ont de certains appels à projets, donc de subventions, qui sont également passés par, par vos différents dispositifs donc de participation, de financement, d'investissement. Est-ce que l'idée, c'est qu'il y a une complémentarité, je suppose, entre ces différentes choses. Donc juste en 1 minute, si quelqu'un a un exemple de parcours, peut-être au niveau... Oui, c'est peut-être un peu difficile de donner des exemples concrets parce qu'il y a des éléments qui peuvent être considérés comme confidentiels. Donc voilà, mais juste, évidemment, c'est un élément auquel nous, on est toujours très, très attentifs à bien mettre en place autour du soutien à chaque projet, une stratégie de soutien public en quelque sorte qui doit s'incarner par ce qu'on appelle le continuum de financement. Donc la logique, mais après chaque projet a ses particularités, son histoire propre, hein, évidemment, mais la logique c'est que le CNC intervient souvent un peu en premier parce qu'on intervient sous forme de subvention déjà pure, que c'est aussi attendu par les autres investisseurs, publics ou privés, que le CNC par son expertise sectorielle valide en quelque sorte le projet, la démarche, le labellise. Et ensuite, bien évidemment, l'IFSIC, BPI France, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires sont attendus pour prendre le relais sous forme de prêt direct ou de garantie de prêt aussi d'ailleurs, et sous forme d'investissement en fonds propres. Le tout
étant supposé évidemment produire un effet de levier très important sur l'investissement privé. Et j'ajoute, ça va de soi, mais si les pouvoirs publics se mobilisent autant aussi aujourd'hui, c'est pour, alors je ne sais pas s'il faut rétablir, mais en tout cas renforcer la confiance des investisseurs privés. Et on sent que depuis les annonces du président de la République sur France 2030, ça produit déjà des effets tangibles, c'est-à-dire que tout d'un coup, nos secteurs qui n'avaient pas forcément très bonne réputation quand même auprès des investisseurs privés, ça semblait très à risque, commence à intéresser vraiment. Et je pense que c'est ce mouvement collectif-là, par ailleurs, qui est vraiment recherché. Juste pour illustrer ce que vient de dire Pauline, Universiné qui a été financé donc en fonds propres par la Caisse des dépôts, à l'origine les financements c'était, ça doit remonter il y a longtemps, mais côté CNC, ils ont aussi bénéficié de financements européens. Côté appel à manifestation d'intérêt culture, patrimoine et numérique, on est monté au capital d'une société qui s'appelle Nomad Play, qui a été incubée donc, dans un incubateur qui est cofinancé par BPI France et la Caisse des dépôts qui s'appelle le Link. BPI France a fourni les premiers financements et après, nous, on a fait l'investissement en fonds propres. Et je vois Anouk dans la salle qui avant était au ministère de la Culture, qui pilotait un dispositif qui s'appelle les services numériques innovants. Nous, dans le cadre de l'AMI, on a vu plusieurs dossiers passer qui étaient effectivement initialement soutenus dans le cadre de services numériques innovants. Donc il y a quand même un processus, on va dire, cumulatif et de labellisation successive. Et Pauline a raison, quand on voit des dossiers arriver qui ont bénéficié de dispositifs qui sont chez BPI France ou au CNC ou à l'IFSIC, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'effectivement, on est sur des opérateurs, des acteurs qui ont montré, si ce n'est leur efficacité, en tout cas leur intérêt. Côté efficacité, c'est à nous après de le montrer. Mais en tout cas, il y a une... C'est difficile de quantifier aujourd'hui parce qu'on le fait au fur et à mesure, mais il y a effectivement un continuum qui fonctionne. Merci beaucoup Gilles. Je pense que c'est la fin. Ah, Damien voulait dire une petite... Non, mais pas davantage de ce qui a été rappelé par Pauline, mais dire nos dispositifs, ils sont collaboratifs. D'une part, CNC, BPI, on gère un certain nombre de poches ensemble et voilà, et ils sont pas... Il n'y a pas de principe de subsidiarité, on est bien dans une démarche qui est complémentaire entre chacun des dispositifs, celui du CNC, ceux de la Caisse, ceux de l'IFSIC, les nôtres, au service des entrepreneurs, avec un gros enjeu en effet d'effet de levier sur le marché. On est 3 porteurs de financement public aujourd'hui, mais évidemment l'enjeu est de déminer ces secteurs et de permettre de créer des vrais cercles vertueux pour le financement de toutes nos sociétés. Parfait, merci beaucoup. Donc c'est la fin de notre table ronde que vous retrouverez en ligne. On va remercier donc les équipes du PID de nous avoir accueillis et merci aux intervenants. Et à très bientôt.